Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Options Région. Aujourd'hui, beaucoup de choses, on parle de coups de cœur, on parle aussi de petites choses qui nous achalent, on parle de développement durable avec notre invité Claude Villeneuve, on parle aussi de suggestions aux candidats et candidates qui vont se présenter aux élections municipales. D'abord, en actualité, on parle de Bombardier. Bombardier, on l'a vu, là, tout le monde est unanime, là, ça n'a pas de bon sens, c'est complètement fou, une surtaxe de 220 %, c'est inadmissible, c'est fou, c'est ridicule, mais ça va avec le président des États-Unis, c'est en lien direct avec lui. Moi, je suis d'accord avec ça que c'est fou, mais ce qui me choque un peu dans tout ça, c'est que comment ça se fait que tout le milieu médiatique à Montréal puis autour, tout le milieu politique lève les bras en disant il faut faire quelque chose, mais quand c'est le milieu forestier, on dirait que c'était moins important. Pourtant, avec Bombardier, on parle de 3000 emplois qui sont remis en question, et quand on parlait de crise forestière, c'était 30 000 emplois qu'on a perdus, puis il n'y a pas eu de levée de bouclier tant que ça à cette époque-là. Ça me choque de voir qu'on dirait que quand ça se passe à Montréal, c'est plus important que quand ça se passe ailleurs. Bien, il est temps qu'on s'aperçoive qu'en dehors de Montréal, il y a aussi de la vie, puis il y a aussi des emplois, puis qu'il faut s'en occuper, et ça, c'est bon pour tout le Québec en entier. Dans les autres éléments d'actualité qui m'ont intéressé, il y a entre autres une opinion du lecteur de Gérard Bouchard, qui est un sociologue, historien, qui est très important pour le Québec, qui est à Chicoutimi. Il peut y avoir des gens intéressants qui disent des choses intéressantes, même s'ils viennent des régions, comme on dit. Et Gérard Bouchard s'inquiète de l'avenir de la démocratie. Il dit que s'il était un jeune chercheur, c'est que sa préoccupation première, ce serait d'essayer de voir où on s'en va avec la démocratie, et il est très inquiet. Il mentionne entre autres que de plus en plus, on voit des choses inadmissibles, là, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, en Turquie ou autrement, et que des pays qui seraient censés être démocratiques bien, sont en train d'oublier ce que c'est la démocratie. Et que pour lui, c'est fondamental de s'accrocher à la démocratie parce que c'est la base de la société, c'est ce qui permet de rêver une société plus juste, c'est ce qui permet de pouvoir se mobiliser, de travailler ensemble pour être capable de bâtir une société plus juste. Et qu'à son avis, si on n'intervient pas, si on n'a pas confiance dans la démocratie, c'est tout l'avenir de la démocratie qui est menacé. Moi, je suis moins pessimiste que lui. On pourrait dire que je suis plus optimiste, mais je suis conscient qu'en même temps, il n'y a rien de garanti, que si on ne s'en occupe pas, ça peut arriver qu'on ait des problèmes sérieux. La question de la démocratie m'amène à parler d'un autre sujet, les élections en Allemagne, avec Mme Merkel qui a obtenu un nouveau mandat. Elle était contente, mais elle était quand même déçue parce qu'on a vu que pour la première fois, il y a un nouveau parti, un parti d'extrême droite qui s'approche des nazis anciennement qu'il y avait en Allemagne, qui a fait son entrée au Parlement. Et ça, c'est grâce, entre autres, au vote proportionnel. Moi, j'ai toujours été, et je suis encore pour le vote proportionnel, mais il faut être conscient que souvent, les gens ils ont l'impression qu'avec le vote proportionnel, ça permettrait à des partis de gauche là, de pouvoir entrer au Parlement, de faire valoir leur opinion. C'est vrai, ça. Mais il faut être conscient que le vote proportionnel peut permettre aussi d'avoir des partis d'extrême droite, comme on le voit en Allemagne actuellement, et ça peut être extrêmement menaçant. Oui, il faut regarder là, pour le vote proportionnel, mais il faut être conscient que quand on fait quelque chose, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients, puis il faut être capable de peser le pour et le contre avant de prendre des décisions finales. Autre sujet, j'ai trouvé dans le Journal des Affaires un article de Jean-Paul Gagné que j'ai bien aimé, qui nous mentionne qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on voit beaucoup de scandales là, dans le monde financier, dans le monde de la business. C'est plate à dire, mais malheureusement, on ne peut pas avoir confiance dans tout ce monde-là. Et pour contrer ça, il y a des gens qui disent on devrait avoir des codes d'éthique. Le code d'éthique va nous préserver de ce genre de malversation-là. Mais ce que nous explique Jean-Paul Gagné, c'est que même si on met des codes d'éthique, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Parce qu'entre autres, il nous mentionne qu'on a vu des problèmes de corruption qu'il y a eu à Montréal, des gens dire là, j'acceptais les pots de vin, mais pour moi, ce n'était pas des pots de vin parce que ce n'était pas vraiment écrit que je ne pouvais pas accepter ces choses-là. Et si ça avait été écrit noir sur blanc, je ne l'aurais pas fait. Mais ce que nous dit Jean-Paul Gagné, c'est quand bien même ce serait écrit noir sur blanc, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes et qui finalement auraient accepté ces pots de vin-là.
Ce n'est pas en mettant un code d'éthique qu'on va empêcher d'avoir des malversations. C'est en donnant l'exemple comme dirigeant, puis en engageant des personnes honnêtes qu'on va réussir à changer ça. Le problème, ce n'est pas un problème de code d'éthique, c'est un problème de valeurs. Et si on a les valeurs à la bonne place, ça risque de bien aller. Il ne faut pas perdre trop de temps à mettre des codes d'éthique qui serviront peut-être à rien. Toujours dans la section de l'actualité, j'ai bien aimé le nouveau format de l'actualité, qui est un magazine qui là maintenant un peu plus, on pourrait dire, un magazine européen. Il y a plusieurs choses qui ont été changées dans le magazine, notamment le fait qu'au lieu d'être aux 2 semaines, il va passer au mois. Ça veut dire que ça va être moins d'actualité, mais ça va être quand même, en tout cas, on pourrait dire, des éléments plus fondateurs comme reportage. Entre autres, ce que j'ai lu d'intéressant, c'est qu'on mentionnait que de plus en plus de municipalités, comme Saint-Basile-le-Grand, ont ce qu'on appelle des budgets participatifs. C'est qu'ils mettent un montant d'argent à la disposition des citoyens qui présentent des projets puis qui décident entre eux autres de qu'est-ce qu'on va faire. Entre autres, à Saint-Basile-le-Grand, un des premiers projets qui est accepté, c'était de faire un cinéma en plein air durant l'été. Fait que les gens se réintéressent à la politique et se disent, bien, je peux changer quelque chose, puis mon argent sert à des projets qui m'intéressent. Bien, ce que je souhaite, c'est que de plus en plus de municipalités adoptent des budgets participatifs, parce que c'est un moyen de contrer le cynisme, puis c'est un moyen de faire participer les gens aux décisions qui les concernent. Toujours dans la revue de l'actualité, j'ai bien aimé le compte-rendu que Jean-Philippe Cipriani a fait du dernier livre de David Suzuki et de Ian Hannington, qui s'intitule « Halte à la surchauffe ». Bon, on parle bien sûr de changement climatique, puis on rappelle entre autres que le réchauffement climatique, c'est la cause, puis que le changement climatique, c'est les conséquences. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que dans la conclusion, David Suzuki se demande mais admettons qu'on serait trompé, qu'il n'y aurait pas les changements climatiques aussi importants qu'on a prévus. Est-ce qu'on aurait fait tout ça pour rien, là, toutes les mesures qu'on a mises pour protéger l'environnement, etc.? Bien, ce qu'il dit, c'est que même s'il n'y avait pas de changement climatique, on devrait le faire quand même parce que ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de vie, ça permet de diminuer la pollution, ça permet aussi de diminuer l'utilisation du pétrole puis d'en faire une réserve pour le moment où on soit capable de l'utiliser de façon moins polluante. Somme toute, c'est très intéressant. Puis je dirais que si je veux ajouter mon grain de sel à tout ça, c'est que des fois, il y a des gens qui pensent que maintenant, avec les automobiles qui marchent au gaz sans plomb, qu'il n'y a plus de pollution. Bien, je peux vous dire que si vous placez 2 minutes en arrière de votre tuyau d'échappement avec le monoxyde de carbone, vous allez mourir. Vous allez mourir sans plomb, mais mourir pareil. Puis, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on trouve le moyen de trouver d'autres énergies pour les voitures, parce que là, chacun de nous autres, bien là, moi, j'ai un auto électrique, c'est moins pire, là, mais quand même, je pollue pareil. Mais c'est clair, c'est qu'on a des petites usines à tuer. Il faut qu'on change le pétrole pour être capable d'avoir une énergie, plutôt, qui sera non polluante et qui va nous permettre d'avoir un meilleur avenir. On passe maintenant à ma petite chronique, les choses qui m'achalent. Bon, je ne sais pas si chez vous ça vous arrive, mais chez moi, régulièrement, on reçoit des appels là, de télémarketing de toutes sortes. Le monde qui nous achale pour nous vendre toutes sortes d'affaires ou pour nous dire qu'on a gagné des voyages ou pour nous dire qu'ils ont un nouveau système de chauffage dont on a ultimement besoin, on ne peut pas s'en passer. Puis là, je vais vous dire, la dernière fois, là, que les derniers appels que j'ai eus, ça concernait le cabinet du bonheur. C'est que là, c'est rendu qu'on m'appelle pour me dire qu'est-ce que je devrais faire pour avoir du bonheur. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que c'est mon bien qu'ils veulent ou est-ce que c'est mon argent? Et là, j'étais choqué. J'ai décidé d'appeler mon fournisseur de services de télévision pour lui demander si on pouvait arrêter ça. Ce qu'il m'a expliqué, c'était que c'est très difficile parce que les vendeurs, les achalants de télémarketing changent régulièrement de numéro, de téléphone, d'adresse, etc. Finalement, c'est que là, comme on dit, ils disparaissent dans la nature rapidement, ils réapparaissent sur d'autres noms. Très difficile. Mais ils m'ont suggéré d'appeler au CRTC, parce qu'au CRTC, ils peuvent nous enlever de la liste là, des appels supposément d'achalants de ce genre-là. J'ai appelé au CRTC qui m'ont retransféré à un autre groupe qui s'occupe des plaintes, qui m'a retransféré à un autre groupe. Et finalement, j'ai fini par parler avec une madame qui m'a expliqué que oui, c'est possible
de se faire mettre sur une liste là, sur laquelle on n'aura pas d'appel, mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas garanti nécessairement que j'aurai plus d'appel. Puis, entre autres, c'est qu'ils fournissent la liste ils fournissent mon numéro de téléphone à toutes sortes de monde pour leur dire de ne pas m'appeler, mais ce monde-là, ils peuvent se servir de mon numéro pour m'appeler quand même. Ça fait que là, je l'ai donné quand même, mon numéro de téléphone. Je fais un test et je pourrai vous en reparler dans les prochaines semaines. Puis s'il y en a qui sont intéressés de donner leur nom, donner leur numéro de téléphone pour éviter d'avoir des appels de ce genre-là, je peux vous donner le numéro, c'est le 1-866-580-3625. Je vous en redonne des nouvelles. La suggestion de la semaine, maintenant, s'adresse aux candidats et candidates aux élections municipales qui auront lieu au mois de novembre prochain. La semaine dernière, j'avais fait une première suggestion aux candidats et candidates à l'effet qu'ils devraient revendiquer davantage d'autonomie pour leur ville, pour leur région. J'ai eu certains commentaires des gens qui m'ont dit « Oui, ça a bien du bon sens, mais ça amène des inquiétudes. » Bon, les inquiétudes, c'est d'une part, est-ce que du fait qu'il y a eu de la corruption, est-ce qu'on donne plus de pouvoir aux municipalités, ça va créer plus de corruption? Mais d'abord, il faut dire que la corruption, là, c'est le lot d'une infime minorité. C'est le lot dans des grandes municipalités qui dans le fond, quand la mafia s'intéresse à quelque chose pour faire de l'argent, elle ne s'intéresse pas à un petit village, elle s'intéresse à des endroits où il y a beaucoup de monde, qui a beaucoup d'argent. Mais ça reste quand même très limité. Je pense qu'il faut voir que la très grande majorité des élus sont des gens très honnêtes, très vaillants, puis il faut avoir confiance en eux. Bon, ça fait que ça, je pense que ça, on peut régler ça comme ça. D'autre part, c'est que de toute façon, c'est que même si on a un excellent maire, une excellente mairesse, il faut surveiller quand même nos intérêts. Pour toutes sortes de raisons, les gens peuvent se tromper, puis c'est pas parce qu'ils ont voulu mal faire, mais ils peuvent faire des erreurs, comme dans n'importe qui dans la vie. Fait qu'à ce moment-là, c'est qu'il faut qu'on surveille nos intérêts. Pour ce qui est d'autres commentaires, des gens ils disaient « Oui, mais est-ce que nos élus, est-ce que nos employés ont toute la connaissance, les compétences, la formation pour être capables de réussir à avoir de nouveaux pouvoirs? » Bien, c'est sûr qu'il va falloir qu'on additionne dans certains cas certaines compétences, certaines formations, mais ça, il n'y a pas de problème. Il y a des écoles pour ça, il y a des collèges, il y a des universités, pas de problème. Au niveau de la compétence, les gens se demandent est-ce qu'on va avoir la compétence aussi? Bien, je vous dirais que quand on regarde le gouvernement fédéral, qui est le plus gros gouvernement, qui ne réussit pas à payer un certain nombre important d'employés après 2 ans, quand tu n'es même pas capable de payer tes employés, on ne peut pas dire que tu es très efficace et très performant. Je peux vous dire qu'on peut se comparer avec ça, puis je suis certain qu'on peut faire mieux que le gouvernement fédéral. Moi, je n'ai pas vu aucune municipalité qui avait des problèmes à payer ses employés. Ça fait que là, soyons pas gênés, ayons confiance en nous, puis on est capable de faire mieux que ce qui existe. D'autre part, quand on revendique là, d'avoir plus de pouvoir, ce n'est pas parce qu'on est jaloux des gens qui décident, c'est parce qu'on pense qu'on pourrait faire mieux. On pense qu'on va aller... Puis aussi, on pense qu'on a plus de connaissances fines qui vont nous permettre de prendre des meilleures décisions en fonction de nos réalités. Parce que dans le fond, là, qui est-ce qui connaît le mieux la réalité de chacun des milieux? Est-ce que c'est les gouvernements centraux à Québec ou à Ottawa ou les municipalités? Je pense que la réponse est claire. Enfin, je dirais que les gens qui s'inquiètent, là, bien, je pense qu'il y aurait une façon de pouvoir les rassurer. C'est que je pense que chacun des candidats et des candidates qui se présentent devrait dire, nous autres, là, dans le prochain mandat de 4 ans, on va mettre en place une façon de faire participer les gens. Je pense que la décentralisation et la participation citoyenne, ça va ensemble. Il faut qu'on soit capable de dire, nous autres, on veut plus de pouvoir, mais on veut associer la population avec ça et on va mettre en place un mécanisme de participation citoyenne. Ça peut être des logiciels de sondage qui existent, qui coûtent de moins en moins cher. Ça peut être d'autres formes de participation, mais je pense que ça, c'est ce qui permettrait de concilier les deux, à la fois la décentralisation, la participation des citoyens. Si on fait ça, à ce moment-là, on va rejoindre plusieurs objectifs. On va être capable de dire que nos élus travaillent pour leurs citoyens, mais aussi avec leurs citoyens. Pour la question de la semaine, la question nous provient de Dominique Bouchard qui nous demande quel est l'avenir des OBNL, les organismes à but non lucratif, dans le contexte de manque de relève et également aussi de manque de financement.
Je vous dirais que c'est un sérieux problème, pas nécessairement facile à régler, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel tout le monde court, puis quand tout le monde court, le monde a moins de temps qu'avant pour s'impliquer. Puis aussi, c'est peut-être pas valorisé. Bon, d'abord, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait des regroupements de certains organismes, là, parce qu'il y a une multiplication des organismes qui fait que ça va devenir très difficile d'avoir des bénévoles pour tout ce monde-là. Puis aussi, d'après moi, il faut inventer quelque chose de nouveau. Moi, je me rappelle à l'université, les profs avaient une partie de leur tâche qui était réservée à ce qu'on appelle le service à la communauté. Bien, je pense que les employeurs d'aujourd'hui devraient permettre à leurs employés de pouvoir faire des tâches à l'intérieur de l'entreprise qui permettraient une implication sociale, communautaire, etc. Parce que si on ne fait pas ça, je ne sais pas c'est quoi la solution. La semaine dernière, je vous ai dit que les entreprises avaient un rôle social à jouer aussi parce qu'ils font partie de la société. Bien, je pense que ça pourrait être une formule qui pourrait être mise de l'avant, que les employeurs soient capables de libérer leurs employés pour être capables de s'impliquer dans la société. Et à ce moment-là, c'est qu'à la fois l'entreprise et l'individu pourraient jouer leur véritable rôle de citoyen corporatif ou individuel. Quant à l'aspect financement, c'est qu'il y a un mouvement à l'heure actuelle à la grandeur du Québec pour demander d'un meilleur financement pour les organismes à but non lucratif. Et je dirais que si le gouvernement a le moyen de subventionner des multinationales, je pense qu'il devrait avoir le moyen de soutenir les organismes bénévoles qui lui rendent de grands services puis qu'en plus, ils lui font sauver beaucoup d'argent. En entrevue cette semaine à Option Région, Claude Villeneuve, qui est biologiste, professeur au département de sciences fondamentales à l'UQAC, auteur de 13 volumes portant notamment sur les changements climatiques. Il a été fondateur, il est directeur de la chaire en éco-conseil. Il a été également directeur de l'Institut européen pour le Conseil de l'environnement de Strasbourg. C'est un récipiendaire de nombreux prix, conférencier de renom, puis ami de longue date également. Bonjour Claude. On peut dire, en tout cas, moi je te considère vraiment comme une sommité parce que tu as brassé pas mal. En tout cas, je pense que tu as écrit beaucoup, puis ta réflexion alimente beaucoup celle des autres. Est-ce qu'on peut dire que la richesse entraîne le gaspillage? C'est tout à fait commun parce que consommer, c'est détruire. Puis la richesse permet de se procurer des choses à court terme et souvent de se procurer des choses pour lesquelles on n'a pas fait une grande analyse de besoin. Et quand tu n'as pas besoin, ben, nécessairement, le fait de posséder, ça amène le gaspillage. OK. Parmi les éléments sur lesquels tu as travaillé depuis 35 ans, là, il y a une grille d'analyse du développement durable que tu appelles le GAD. Puis cette grille-là s'est perfectionnée au fil des ans. Puis depuis un certain temps, on disait, bien, depuis le début, on disait que, dans le fond, le développement durable, c'était basé sur 3 piliers. On parlait de l'économie, de l'environnement, puis du social. Là, maintenant, ce que tu nous proposes, c'est une grille d'analyse de développement durable qui reposerait sur 6 dimensions. Pourquoi 6 dimensions plutôt que 3? Puis est-ce que tu peux nous les énumérer, nous les expliquer un peu? Certainement. En fait, au point de départ, les gens considéraient que le développement durable, c'était juste réconcilier économie et écologie. C'était donc un pôle, un bipôle. Mais la troisième dimension, la dimension sociale, est arrivée avec le rapport Brundtland et le modèle à 3 piliers. Et ce modèle-là, en fait, quand on a commencé à le décortiquer, on s'est rendu compte que le pôle social était beaucoup trop un fourre-tout. Parce que, essentiellement, le développement durable, c'est apprendre à mieux vivre entre nous et avec la nature. Mais entre nous, il y a plein d'interactions qui se passent. Alors, la littérature mondiale nous a permis d'ajouter des pôles. Le premier pôle qu'on a ajouté, c'est le pôle éthique. Parce qu'il y a dans le développement durable une préoccupation pour les générations futures, puis pour les plus démunis. Alors ça, c'est les priorités. Donc, c'est un élément, le pôle éthique, qui a fait pendant un bout de temps le modèle qu'on appelait le tétraède. Ensuite, on a ajouté la dimension gouvernance, parce que c'est une clé
du développement durable. Et finalement, on a ajouté la dimension culturelle, parce que les êtres humains, la culture transcende les besoins matériels. Et donc, fondamentalement, en complexifiant le modèle, ça donne que la littérature mondiale nous montre que ces 6 dimensions-là sont reconnues comme étant les 6 portes d'entrée pour analyser le développement durable. OK. À partir de ça, de ces 6 éléments-là, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ce que ça pourrait être un projet de développement durable, puis un qui n'en serait pas? Mais écoute, on va faire attention. Un projet de développement durable, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est un projet qui s'inscrit dans le développement durable. S'il s'inscrit dans le développement durable, parce que le développement durable, c'est à la fois un objectif et un cadre de référence. Puis, c'est aussi une hypothèse. Alors, je vais donc dire que si je décide d'ouvrir une usine ou si je décide de faire un parc national ou si je décide de faire un hôpital, je l'inscris dans le développement durable. Donc, je prends comme cadre de référence que je vais regarder le projet par les 6 dimensions et que je vais essayer d'avoir un maximum de retombées positives et un minimum de retombées négatives pour chacune de ces dimensions qui sont déclinées en thèmes et en objectifs dans notre pays. Donc, un projet, il n'y a pas de rubber stamp, ça c'est du développement durable, ça n'en est pas. Un projet s'inscrit dans le développement durable ou ne s'inscrit pas dans le développement durable. Alors, si on revient maintenant pour identifier pour donner un exemple plus proche, un projet de mine, OK? C'est difficile de considérer qu'une mine va être du développement durable parce que par essence, une mine, ça se termine, c'est pas durable. Alors, comment est-ce qu'on peut l'inscrire dans le développement durable? Bien, c'est déjà en prévoyant que la mine va avoir une fin de vie, qu'il va falloir qu'à la fin de la vie de la mine, on puisse récupérer l'usage du territoire, qu'on n'ait pas contaminé pendant la durée de la vie de la mine les écosystèmes autour, qu'on n'ait pas appauvri les populations au bout du compte, qu'on n'ait pas volé leur culture, qu'on n'ait pas... Alors, tous ces ensembles-là de précautions qui doivent s'inscrire au point de départ dans la recherche du développement durable, bien, vont faire que notre projet minier va répondre aux besoins actuels des gens pour les minerais, mais ne détruira pas la possibilité des gens du futur de vivre sur le territoire. Et si on va un peu plus loin, il faudrait, par exemple, que tous les projets miniers comportent des redevances qui permettent à la fois la réparation des dommages à la fin de vie de la mine, la formation du personnel pour qu'ils améliorent leur employabilité à la fin de vie de la mine, et puis l'exploration pour trouver de nouveaux gisements qui vont permettre, quand les générations futures auront besoin, de pouvoir obtenir des minerais pour leurs besoins. Dans le fond, le développement durable, c'est un outil pour améliorer des projets qui, à première vue, auraient pu être négatifs, mais qu'en se posant des questions, en se donnant des objectifs de qualité, on va améliorer. Exact. Et okay. en prenant soin d'impliquer les parties prenantes. Alors, c'est sûr qu'on amène une plus grande complexité lorsqu'on parle de développement durable, mais cette complexité-là, elle répond mieux à la réalité de la nature qui est complexe. C'est ce qui met fin à la première partie de l'entrevue avec Claude Villeneuve. On va revenir la semaine prochaine pour la deuxième partie. On va parler à ce moment-là de décentralisation, de changement climatique, de suggestions pour améliorer notre environnement, somme toute. Mais avant de terminer, Claude, j'aimerais que tu puisses me parler de tes coups de cœur. Je sais que tu es un grand amateur de fromage. Quels seraient tes principaux coups de cœur en matière de fromage? Écoute, 3 coups de cœur qui sont très différents l'un de l'autre. Je te dirais le Val-Bert de la ferme Lehmann,
à Iberville. Après ça, la fromagerie Médard qui fait le 14 arpents, qui est un fromage absolument extraordinaire. Et depuis très longtemps, le fromage vieilli le plus longtemps possible de la fromagerie Perron de Saint-Prime, qui est un joyau régional avec lequel on peut faire des plats très distinctifs. Je te dirais, je me suis rendu célèbre avec une omelette au cheddar Perron. Il faut mettre un petit peu de pesto, de la crème, etc. Mais on fait quelque chose d'extraordinaire. Ben, pour les gens, les agriculteurs de notre région, pour les artisans de l'agroalimentaire dans notre région, la qualité des fromages, c'est une façon de faire de la valeur ajoutée qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Claude. On se voit la semaine prochaine. C'est ainsi que se termine notre émission d'Option Région. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des nouvelles actualités. Notamment, on va parler du congrès de la Fédération québécoise des municipalités à laquelle je vais assister en fin de semaine. On va aussi avoir encore des coups de cœur. On va voir la deuxième partie de l'entrevue avec Claude Villeneuve dans laquelle on va parler de décentralisation, de changement climatique, de tempête et de ses suggestions en environnement aux candidats et aux candidates qui se présentent aux élections municipales. Bonne semaine tout le monde, au plaisir de se revoir la semaine prochaine.